L'apprentissage de l'interprétation des lames d'anatomie et cytologie pathologique est du ressort de l'internat dans la spécialité. Néanmoins, la compréhension d'un compte rendu d'anapath est nécessaire pour tout médecin. Cette compréhension nécessite la maîtrise d'un vocabulaire particulier que nous allons tenter d'évoquer ici le plus simplement possible, avec un focus sur le vocabulaire se rapportant à la pathologie tumorale. On restera dans un premier temps sur des généralités, avant d'aborder le cancer et sa progression dans un autre mini-cours, puis une série de focus, organe par organe, dans les autres cours. Différents termes se terminant par plasie, avec des significations différentes pour commencer. L'hyperplasie, c'est l'augmentation anormale du nombre des cellules qui composent un organe ou une partie d'un organe. Il en résulte souvent une augmentation de taille ou de masse de l'organe. Cette augmentation du nombre des cellules se fait avec un respect des mécanismes de contrôle de la prolifération cellulaire, à la différence de la néoplasie que l'on verra plus loin. La métaplasie, c'est une anomalie tissulaire acquise consistant en une transformation d'un tissu normal en un autre tissu normal, mais avec des structures et donc des fonctions différentes. Lorsque suite à un reflux acide, l'épithélium malpigien œsophagien est remplacé par un épithélium glandulaire intestinal par exemple, on parlera de métaplasie intestinale de l'œsophage. Lorsqu'en réponse à un tabagisme, l'épithélium respiratoire bronchique est remplacé par un épithélium malpigien, on parlera de métaplasie malpigienne, etc. Cette transformation est souvent le fait d'une adaptation des cellules aux contraintes du milieu dans lequel elles vivent et se régénèrent, ces contraintes étant parfois considérées comme des conditions précancéreuses, c'est-à-dire une situation clinique prédisposant au cancer, telle que le tabagisme par exemple. Parfois, cette métaplasie peut être considérée comme une lésion précancéreuse, bien que non néoplasique, non dysplasique à ce stade. En effet, il s'agit parfois de l'entrée dans une séquence métaplasie, dysplasie, cancer. La dysplasie au sens anomalie acquise du terme signifie que le tissu est le siège d'altérations morphologiques, témoignant de l'initiation d'un processus néoplasique à un stade précoce, soit d'une perturbation du contrôle de la prolifération et de la maturation cellulaire pouvant entraîner, de façon inconstante et avec des durées d'évolution très variables, une évolution vers le cancer. Au stade de dysplasie, l'importance des altérations architecturales et cytologiques conduira à grader les lésions dysplasiques en bas grade ou haut grade, ou légères, modérées, sévères, selon différentes classifications applicables dans différents organes. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que dans ces lésions dysplasiques concernant les épithéliums notamment, il n'y a pas de franchissement de la membrane basale et on utilisera souvent en synonyme de dysplasie le terme de néoplasie intra-épithéliale. Néoplasie signifie prolifération cellulaire anormale autonome, ce qui applique un échappement au mécanisme de régulation de l'organisme. Un synonyme de néoplasie pourrait être tumeur, mais aucun de ces deux termes n'implique forcément un cancer, puisque les néoplasies ou tumeurs peuvent être bénignes ou malignes. C'est dans le cadre d'une néoplasie ou tumeur maligne que l'on parle de cancer, au sens invasif bien sûr, mais aussi au sens de lésions intraépithéliales, comme on l'a vu avec le terme de néoplasie intraépithéliale précédemment, dont les formes comportant le plus d'anomalies architecturales et cellulaires, dites de haut grade ou encore de dysplasie sévère, sont également parfois nommées cancer in situ, car ne franchissant pas la membrane basale. Pour résumer schématiquement, l'hyperplasie et la métaplasie sont deux mécanismes d'adaptation se compliquant parfois d'une entrée dans un processus néoplasique, du stade débutant de la dysplasie ou néoplasie in situ de bas grade, évoluant potentiellement vers la dysplasie ou néoplasie in situ de haut grade, équivalent de cancer in situ, et, en cas de franchissement de la membrane basale, on quitte le champ du cancer in situ qui ne peut pas donner de métastase pour le cancer invasif, avec dans ce cas un certain pouvoir métastatique. Nous reprendrons ces points dans un prochain cours. Évoquer hyperplasie, métaplasie, dysplasie nécessite également d'évoquer d'autres termes en plasie ou trophie. Ainsi, l'hyperplasie peut participer à l'hypertrophie d'un organe. Plus de cellules, donc un organe qui peut devenir plus volumineux. C'est ce qui se passe par exemple dans le cadre de l'utérus ou de la glande mammaire, dans le cadre de réponse à la stimulation hormonale. Mais l'hypertrophie d'un organe peut aussi survenir sans hyperplasie, mais seulement par hypertrophie cellulaire, c'est-à-dire une augmentation réversible de la taille et non du nombre des cellules. C'est le cas pour l'hypertrophie musculaire dans le cadre d'une activité sportive par exemple, avec une augmentation de la taille des fibres musculaires, elles-mêmes incapables de se multiplier. Ou encore,
dans le cadre de la stéatose hépatique, les hépatocytes chargés de triglycérides sont augmentés de volume, avec donc une augmentation du volume hépatique, un foie qui apparaît jaune, mou, de consistance, d'aspect, on va dire, de foie gras. L'hypertrophie d'un organe peut aussi se faire par augmentation de volume, sans hyperplasie ni hypertrophie cellulaire, si l'augmentation de volume est liée à une surcharge extracellulaire, telle que dans des dépôts d'amylose importants par exemple. Nous reverrons également ces points au cours d'un autre cours. Au contraire de l'hypertrophie, l'atrophie cellulaire est la diminution de masse d'une cellule, reflet souvent d'une diminution d'activité, et l'hypoplasie, à l'extrême l'aplasie, est une diminution du nombre des cellules, voire leur disparition définitive ou transitoire, par exemple dans le cadre de l'aplasie médulaire. Ce sont deux mécanismes pouvant conduire à une atrophie-hypotrophie d'un organe, c'est-à-dire un organe de taille et masse inférieure à la normale, voire en cas d'aplasie durant le développement embryonnaire, à l'absence totale de l'organe. Enfin, la dystrophie, à la différence de la dysplasie, désigne en fait toute altération cellulaire ou tissulaire acquise, quelle qu'en soit la cause, nutritionnelle, métabolique, hormonale, etc., en dehors d'un engagement dans un processus néoplasique. Sinon on parlera de dysplasie et non de dystrophie. À noter, pour revenir sur le terme dysplasie, qu'en dehors de lésions acquises, il peut aussi être utilisé parfois pour désigner une anomalie de développement d'un tissu ou d'un organe ou d'une partie de l'organisme. Dans ce sens constitutionnel, il n'y a pas de connotation précancéreuse. C'est ainsi qu'on parle de dysplasie rénale multikystique ou encore de dysplasie congénitale de hanche par exemple, sans aucune connotation précancéreuse de ces termes ici. Revenons à notre pathologie tumorale. Dès à présent, il faut bien faire la différence entre un cancer, qui est donc une tumeur maligne, et une tumeur, qui est une néoplasie, qui peut être en fait bénigne ou maligne, voire précancéreuse, dysplasique, d'après les termes que nous avons définis. Deux autres termes doivent être connus également, utilisés dans ce champ de formation tumorale, c'est-à-dire de masse tissulaire ou de grosseur, même si le terme n'est pas très heureux. L'amartome, c'est une formation tissulaire constituée d'un mélange anormal des cellules normalement présentes dans l'organe où elles se développent. En gros, imaginez les pièces normales d'un puzzle, mais assemblées dans un mauvais ordre. Le polype désigne toute formation ensaillie à la surface de la muqueuse bordant la lumière d'un organe creux. Il s'agit uniquement d'une description macroscopique qui ne dit rien en fait de sa nature ni du mécanisme physiopathologique responsable de son développement. Il y a des polypes hyperplasiques, des polypes amartomateux, des polypes inflammatoires, des polypes adénomateux, on va voir ce terme juste après, ou encore des lésions cancéreuses sous ce terme global de polypes. Nous allons maintenant rentrer plus en détail dans la nomenclature des tumeurs bénignes et malignes. Pour comprendre le nom d'une tumeur, il faut se rappeler que son nom se base principalement sur le tissu qu'elle reproduit, sur son caractère bénin ou malin, notion auquel on ajoute parfois dans les cancers la notion de différenciation, pour refléter du degré de ressemblance entre le cancer et le tissu reproduit. Par définition, une tumeur bénigne ressemble souvent beaucoup au tissu dont elle est issue, ou du moins à une de ses composantes, et serait donc bien différenciée, mais pas besoin de la préciser pour une tumeur bénigne. Prenons des exemples. Une tumeur épithéliale glandulaire bénigne sera un adénome. Un papillome sera une tumeur épithéliale bénigne développée au niveau d'un épithélium de revêtement, par exemple malpighin ou urothélial. Une tumeur épithéliale maligne sera un carcinome. Si elle reproduit un tissu glandulaire, on parlera d'adénocarcinome. Si elle reproduit en grande majorité de sa surface des formations glandulaires bien individualisables, on parlera d'adénocarcinome bien différencié. Parfois, on ajoutera aussi d'autres adjectifs pour décrire des aspects particuliers, cellulaires ou architecturaux. Par exemple, adénocarcinome papillaire, ou encore adénocarcinome mucineux, adénocarcinome à cellules claires, etc. Si maintenant on fait l'exercice inverse, un carcinome urothélial désignera une tumeur épithéliale maligne développée aux dépens de l'urothélium. Un carcinome épidermoïde sera une tumeur maligne reproduisant un aspect proche de l'épiderme, indépendamment de son organe de développement. On aura ainsi des carcinomes épidermoïdes fréquemment au niveau des muqueuses comportant déjà un épithélium malpigien, tel qu'au niveau cutané, ORL ou œsophagien par exemple, mais aussi dans des muqueuses normalement non malpighiennes, avec une transformation d'épithélium non malpighien en malpighien, vous vous rappelez du terme de métaplasie vu précédemment, comme par exemple au niveau des bronches d'un patient fumeur. La différenciation d'un carcinome épidermoïde peut être poussée au point qu'il reproduise la production de kératine comme l'épiderme, sous forme d'éléments isolés ou de véritables perles de kératine. Aussi, vous verrez dans les comptes rendus volontiers les termes de carcinome épidermoïde
bien différenciés, kératinisants par exemple. Pour les lésions non épithéliales, certains termes sont à connaître également et à ne pas mal interpréter. Une prolifération tumorale bénigne de mélanocytes sera un névus névocellulaire, tandis qu'une prolifération tumorale mélanocytaire maligne sera un mélanome. Souvent le terme mélanome malin est utilisé, mais en fait il n'y a pas de mélanome bénin. Mélanome implique systématiquement la notion de malignité. Les tumeurs mésothéliales sont le plus souvent malignes, à type de mésothélium malin. Les tumeurs mésothéliales bénignes existent, mais sont plus rares. Le séminome est un type de cancer de lignée germinale. D'autres cancers de lignée germinale sont les carcinomes embryonnaires, les choriocarcinomes, les tumeurs vitellines et les tératomes immatures. Nous reverrons ces termes dans les pathologies d'organes, notamment les gonades, mais on peut d'emblée signaler que ces lésions peuvent survenir sur tout l'axe médian du corps, et donc aussi en dehors des gonades. Les tératomes matures sont quant à eux bénins, vous entendrez aussi le terme de kyste dermoïde, nous y reviendrons. Les leucémies et les lymphomes sont malins, et concernant les tumeurs des tissus conjonctifs, les noms se terminant en sarcome signifieront tumeur maligne, ceux se terminant en homme, les tumeurs bénignes. Par exemple, un angiome est une tumeur vasculaire bénigne, un angiosarcome est une tumeur vasculaire maligne. Un chondrome est une tumeur cartilagineuse bénigne, un chondrosarcome est une tumeur cartilagineuse maligne. Un léiomiome est une tumeur musculaire lisse bénigne, un léiomyosarcome est une tumeur musculaire lisse maligne, etc. Pareil pour lipome, liposarcome et pour les autres entités. À noter qu'au-delà de la règle, il existe des exceptions. Par exemple, un chordome, c'est une tumeur rare dérivée des reliquats de la notocorde qui touche le rachis, qui, même si elle se finit en homme et pas en sarcome, désigne en fait une tumeur maligne. Pour certaines lésions, la notion de bénignité, malignité n'est pas aussi claire dans le nom de la tumeur, mais il s'agit souvent de tumeurs considérées comme malignes, mais dont le potentiel d'agressivité, de comportement malin est précisé par une notion complémentaire de grade ou de risque de comportement malin. Les tumeurs stromales gastro-intestinales ou gistes sont des sarcomes digestifs, dont les paramètres histopronostiques permettront de prédire d'un très faible risque de récidive à un fort risque de récidive. Les tumeurs neuroendocrines sont à risque variable d'évolution métastatique en fonction de leur grade histopronostique. Les tumeurs fibreuses solitaires constituent des tumeurs demeurant de potentiel évolutif incertain. Les gliomes sont des cancers cérébraux, pour aller de lésions de grade 1 à des lésions de grade 4, du moins plus agressifs, avec le terme de glioblastome au grade 4, avec un comportement excessivement malin alors. Nous évoquerons d'autres tumeurs du système nerveux central dans les cours dédiés à la pathologie d'organes. Outre le glioblastome, d'autres tumeurs se terminent en blastome. Les tumeurs du blastème, semblables aux cellules immatures de l'ébauche embryonnaire, sont souvent de croissance rapide et agressive et surviennent essentiellement chez l'enfant. Ce sont par exemple les rétinoblastomes, neuroblastomes, méduloblastomes, néphroblastomes, hépatoblastomes, etc. D'autres tumeurs qui se terminent en blastome sont développées à partir des cellules qui construisent des tissus squelettiques et dentaires, c'est-à-dire des chondroblastes, des ostéoblastes, des améloblastes, etc. Elles peuvent être par contre moins agressives et considérées comme bénignes, c'est ainsi qu'on a les termes d'améloblastome, de chondroblastome ou d'ostéoblastome. Nous reviendrons dans un autre cours sur les notions de grade histopronostique, dans le prochain cours dédié au cancer, et en passant en revue différents exemples dans les pathologies d'organes, mais gardez déjà à l'esprit que plus le grade est élevé, plus le pronostic du cancer est péjoratif. Arrivé à ce terme, que penser de la nature bénigne-maligne du terme de cystadénolymphome? Je vous mets ci-dessous la vidéo illustrant l'examen microscopique de cette lésion, même si à ce stade-là, ça ne vous aide pas beaucoup. Vous remarquerez que pour l'instant, je vous ai quasiment pas fourni d'images anapathes. L'interprétation de ces images dépasse le cadre du second cycle des études médicales, et à mon sens, on ne peut pas vous demander d'analyser des images histologiques, on est bien en dehors des objectifs pédagogiques du second cycle. Pour ceux qui voudront apprendre, rendez-vous en troisième cycle d'anapathe. Bon voilà, j'ai fait ma pub, maintenant on revient à notre lame. Eh bien, pour cette lame que je vous mets quand même, pour laquelle je vous mets quand même une photo ici parce qu'elle aide à comprendre le nom de la lésion, pour le terme cystadénolymphome, eh bien, on peut pas tirer grand-chose des règles précédemment évoquées si on ne sait pas qu'en fait, il s'agit d'une tumeur bénigne des glandes salivaires avec des formations glandulaires kystiques, d'où cyste adéno. La flèche de gauche montre ici la dimension kystique et la flèche du milieu
pointe un revêtement glandulaire bénin adénomateux, et un conjonctif très riche en follicules lymphoïdes, pointé notamment par la flèche de droite, d'où la composante, on va dire, lymphome de la lésion, mais en fait, ce nom n'a rien à voir avec les cancers hématologiques du même nom. Attention donc aux faux amis, donc dans ces nomenclatures de tumeurs, d'après les règles qu'on a évoquées. Autre faux ami par exemple, le synovialosarcome, c'est bien un sarcome, soit une tumeur conjonctive maligne, mais qui n'a en fait rien à voir avec une différenciation synoviale. Elle peut avoir une composante tumorale épithéliale en plus de la composante mésenchymateuse, mais la tumeur qui vous est présentée ici, c'est uniquement une tumeur à composante mésenchymateuse, on va dire un monosarcome monophasique, qui présente un aspect donc de sarcome à cellules fusiformes. Le seul lien en fait avec la notion de synovial de cette entité tumorale est en fait en relation avec le site de prédilection de ces tumeurs, souvent juxta-articulaires, au niveau des membres supérieurs ou inférieurs. Aussi, gardez à l'esprit que les noms des tumeurs ne sont donc pas toujours très intuitifs et ne reflètent pas forcément leur véritable différenciation ni leur tissu d'origine. Pour conclure, à ce stade, nous avons passé en revue plusieurs points généraux du vocabulaire anapathe. Essentiellement, il est vrai ici en pathologie tumorale. Nous reprendrons ultérieurement ces notions dans des points consacrés aux différentes pathologies d'organes, en pathologie tumorale notamment, mais nous verrons aussi de la pathologie non tumorale en illustrant avec quelques images, mais uniquement quand celles-ci peuvent permettre de mieux apprendre ou comprendre l'interprétation à votre niveau d'un compte rendu d'anapathe et non d'une lame d'anapathe. Comprenez donc bien la façon dont sont construits les principaux noms des tumeurs, apprenez les exceptions pour ne pas faire de contresens, pour demain savoir bien interpréter un compte rendu d'anapathe. Au-delà de ces questions de nomenclature, nous expliquerons dans un prochain cours de façon simplifiée comment se développe un cancer et la place, les rôles du pathologiste dans son analyse pour adapter la prise en charge des patients à travers la transmission d'informations pertinentes aux cliniciens dans les comptes rendus.